Bonjour à toutes et à tous, bienvenue sur ce webinaire organisé par Mainteneurs avec la participation de Green Office et Artdesk. Donc le sujet du jour, c'est de parler des environnements de travail et puis de voir dans quelle mesure le travail qu'on peut faire au sein de la DET ou au sein des services généraux permet de renforcer bien évidemment le bien-être, parce qu'au quotidien on veut se sentir bien au bureau, mais également renforcer le sentiment d'appartenance. Ça, c'est des choses qui sont induites par les travaux que l'on mène. Et un petit peu, on va vous partager donc avec nos experts du jour des informations autour de ces sujets-là. Donc, on va parler bien évidemment de l'espace de travail ergonomique et inspirant. Donc, pour ça, j'ai invité des personnes de chez Artdesk qui ont une grosse expérience de tout ça. Des standards élevés au niveau d'un espace de travail sain. Donc, c'est Arnaud qui va nous parler. Alors, je vous présenterai un petit peu après. Voilà, donc une personne de Green Office. La communication, donc ça va être un petit peu moins, et Anna également. Et la facilitation au quotidien pour mieux œuvrer au bien-être. C'est-à-dire que si on est un petit peu débordé aux services généraux, ça va être compliqué de vraiment se focaliser sur le bon service, le bon niveau de service auprès des collaborateurs. Donc, bienvenue Anna, donc, qui est directrice commerciale de Artdesk. Et CDB, tout à fait. Bonjour à tous. Donc Anna Arrojo, moi j'accompagne depuis un peu plus d'une dizaine d'années les entreprises sur tous leurs sujets d'enjeux stratégiques et projets d'aménagement. Donc c'est des sujets qu'on a l'habitude de porter et je suis ravie de partager aujourd'hui avec vous nos expertises, nos expériences et on vous attend de manière dynamique sur cet échange. Bonjour, moi je suis Anna donc avec deux N, Bolzinger Bonlieu, également de la société Artdesk CDB. J'interviens en tant que consultant donc dans l'aménagement des espaces de travail et l'accompagnement au changement. Et voilà, je fais ce métier depuis un peu plus de 3 ans maintenant chez Artdesk CDB. Et donc bonjour à toutes et à tous aussi, Arnaud Perrier de chez Green Office. Donc nous, chez Green Office, on accompagne les entreprises dans leur démarche RSE et environnementale au travers de mobilier de tri des déchets et d'applications Workplace pour la gestion de l'aide au tri et de la demande de services. Et je suis également ravi d'être parmi vous aujourd'hui. Bonjour et merci. Donc moi, Olivier Magnien, je suis directeur marketing et innovation donc, de Mainteneurs. Mainteneurs, qui est une société qui propose des services auprès des directions environnement de travail et qui également accompagne sur des sujets de type digitalisation, qui est un de mes grandes passions. Voilà. Je propose que l'on commence tout de suite dans le vif du sujet et c'est absolument pas mon objectif d'enfoncer des portes ouvertes, mais c'est bien de redire un petit peu des éléments de base. Selon une étude qui a été commandée par Alan et avec Harris Interactive, donc qui l'a réalisée. Et ça, c'est une étude qui date de 2022, donc une étude plutôt récente. Un manager sur 2 éprouve des difficultés psychologiques aujourd'hui dans son travail. Donc, ça peut amener à des questionnements. Si on parle des employés, donc sans regarder les cadres, on va être sur à peu près un tiers des collaborateurs qui éprouvent des difficultés. Donc, c'est des difficultés d'ordre multiple, mais il y a une part qui clairement vient de l'environnement. 71% des travailleurs qui sont confrontés à des difficultés psychologiques souhaitent le changement. Donc, ça a été donné notamment avec, on l'a bien vu et bien illustré au travers du Big Quit aux États-Unis, mais ça existait également en France, on ne l'a peut-être pas appelé comme ça, mais des collaborateurs un peu plus volatiles, et notamment c'est un vrai souci pour les DRH aujourd'hui. Et 85% des employés qui affirment que plus l'entreprise travaille à leur bien-être, et plus ça renforce leur sentiment d'appartenance à cette entreprise. C'est-à-dire qu'ils ont envie d'adhérer et se sentent fédérés plus ou moins vraiment en lien avec les objectifs de l'entreprise. Donc, par rapport à ce webinaire d'aujourd'hui, ce que nous avons fait, tous les participants, plus d'autres experts, nous nous sommes réunis et on a écrit un livre blanc. Donc, il faut savoir que je vous représenterai cette slide à la fin. Au-delà des decks que vous pourriez télécharger, on a vraiment compilé un certain nombre de témoignages d'experts. Donc, il y a tous les participants qui ont contribué, mais également d'autres, puisque j'ai Idriss Chitou, qui est vraiment un expert sur la partie réglementaire, qui a contribué également, Sébastien Azorin, qui est le président de Mainteneurs. Donc ça, c'est un élément, je dirais, un petit plus et un petit add-on par rapport à ce webinaire du jour. Donc,
pour rentrer dans le vif du sujet, je vais passer la parole à Anna A, donc de Artdesk, qui va un petit peu nous présenter l'environnement dans lequel aujourd'hui on vit en tant que DET, ou en tant qu'aménageur, ou en tant que prestataire de services pour les environnements de travail. Oui, alors merci Olivier, avec un contexte actuel, effectivement, si on pose les choses, on a tous été totalement bouleversés sur ces 3 dernières années. Le monde du travail a été bouleversé, a été chamboulé. Notre rapport au travail a profondément évolué. On est dans ce contexte post-Covid, on en a beaucoup entendu parler, mais qui a marqué vraiment ce retour massif au télétravail. Et ce qui en ressort, c'est vraiment cette qualité de vie, cet équilibre entre qualité de vie personnelle et professionnelle qui est très prégnante et qui a fait émerger en fait de nouveaux besoins et des exigences nouvelles. Donc pas simple pour les entreprises aujourd'hui de pouvoir faire revenir ses collaborateurs au travail avec ces nouveaux besoins, ces nouvelles exigences. Aujourd'hui, les collaborateurs cherchent des solutions hybrides. Alors, on a beaucoup entendu parler ces derniers temps de l'espace hybride, mais il y a avant cela les solutions hybrides qui nous permettent aujourd'hui de pouvoir organiser notre temps de travail, mais en favorisant notre bien-être personnel, nos besoins personnels. Donc aujourd'hui, le maître mot, le leitmotiv, en tout cas, c'est que le soi, le moi prime sur le reste. Donc, on a aujourd'hui une situation qui est que cette nouvelle normalité dans le monde du travail, en fait, c'est faire passer avant toute chose l'expérience, le bien-être du collaborateur. Donc, ça, c'est au cœur de la stratégie des entreprises. Donc, c'est pas toujours quelque chose de simple à appréhender et à intégrer pour les équipes. Et chez Artdesk CDB, ce sont des sujets qu'on portait, qu'on abordait déjà avant cette période de Covid, donc avant 2020, mais qui aujourd'hui est devenu quelque chose, c'est la première porte d'entrée quand on vient nous solliciter. Aujourd'hui, un projet immobilier, donc un projet d'entreprise, que le projet immobilier, on verra par la suite, en fait, c'est ce projet d'entreprise ne peut pas être abordé d'une autre manière que en mettant le collaborateur, l'utilisateur, au cœur de tout cela et en considérant ses attentes, ses besoins et de manière assez large, comme on va pouvoir le voir après. Donc aujourd'hui, en termes d'enjeux pour les DET, les DRH, je pense que ça c'est important de les résumer parce que finalement ça prend bien le décor, Anna. Oui, tout à fait. Alors aujourd'hui, on a des enjeux qui sont très forts et qui nécessitent d'agir sur plusieurs leviers. Donc la première chose que l'on constate, c'est cette complexité, notamment pour toutes les directions RH, ce double enjeu d'attractivité et de rétention de talent. Aujourd'hui, avoir un espace beau, visuellement, ne suffit plus. Il faut pousser l'expérience collaborateur plus loin. Il faut garder les éléments en interne, mais il faut aussi aller séduire à l'extérieur et aller chercher ces nouveaux collaborateurs. Donc, la tendance s'inverse, c'est-à-dire qu'aujourd'hui, ce n'est plus le collaborateur qui doit séduire l'entreprise, c'est l'entreprise qui doit séduire le collaborateur. On parle aussi d'engagement et de valeur, donc on va pouvoir le détailler après. La marque employeur, je fais un peu de teasing pour la suite, mais l'engagement et les valeurs de l'entreprise, les engagements qu'elle prend, les valeurs qu'elle diffuse. Il faut que ce soit cohérent. Collaboration interne, on a un petit volet ensuite là-dessus qu'on va vous détailler. Et en fait, la transformation des organisations. En fait, une entreprise, une organisation aujourd'hui va se transformer non plus uniquement sur son aménagement, mais sur tous ces leviers que l'on aborde chez Artdesk CDB. Donc, on a 4 piliers essentiels pour aborder en fait ces sujets-là qu'on va pouvoir voir juste après. Mais les enjeux sont forts. Je commence qu'Anna, l'autre Anna, pourra nous dire qu'il y a peut-être un enjeu sociologique aussi dans l'aménagement, c'est-à-dire qu'on repense l'organisation du travail, on repense les moyens de communication, les vecteurs de collaboration au travers de ces espaces auxquels vous portez du sens. Donc je tease un petit peu la suite, mais Anna, les deux bien évidemment. Anna, j'attends aussi ton input là-dessus. Je pense que tout le monde est intéressé pour avoir un peu du feedback et comment on peut mettre ça en place au quotidien. Donc la création d'espaces inspirants et ergonomiques. Donc là, je vais m'adresser à la deuxième Anna. Donc l'entreprise, elle est unique, bien évidemment.
l'organisation, quelque part, elle est unique et il faut qu'on aille refléter des choses qui permettent que le collaborateur se sente bien là-dedans. Exactement. Anna l'a un petit peu dit. Aujourd'hui, nous, on est convaincus que finalement, le projet immobilier, c'est un projet d'entreprise, donc il doit se réfléchir bien au-delà des bureaux. Et l'objectif, c'est que le bureau, ce soit le socle et finalement qui reflète l'identité et l'ambition de l'entreprise au travers des espaces. Donc voilà, il se doit d'être inspirant. Et pour ça, il faut qu'on soit inspiré. Absolument. Plusieurs stratégies donc, pour répondre à ces enjeux de renforcement du bien-être et du sentiment d'appartenance. Un premier axe, ça va être de voir le bureau comme le flagship, le totem identitaire de l'entreprise. C'est-à-dire que voilà, aujourd'hui, il doit aller bien au-delà de simplement être un endroit où on vient travailler, puisqu'on peut choisir de ne pas venir au bureau, de moins venir au bureau aujourd'hui. Donc l'idée, c'est quand on vient au bureau, on vient y chercher quelque chose et qu'on se retrouve, on se rend compte que voilà, quand on va chez Meitners, on ne va pas être chez Green Office ni chez CDB. Donc en fait, on arrive dans un bureau, dans des endroits qui doivent refléter l'ADN de l'entreprise, que l'histoire en fait soit transparente quand on arrive dans l'endroit. Et on utilise notamment ce qu'on a appelé la décoration par l'objet, qui est un petit peu le supplément d'âme par l'art qu'on va intégrer dans les espaces, qui est un marqueur identitaire de l'entreprise. Donc ça, c'est très intéressant. D'ailleurs, les petites images qu'on voit dans les vignettes, c'est des réalisations qui ont été faites par Ardesk CDB. Donc, on avait Houston Do You Copy, donc on imagine quelque chose un petit peu en lien avec la tech et l'innovation. Là, un espace que j'adore, qui est Léonard de Vinci. Donc, je t'invite à continuer, à nous expliquer et nous partager pourquoi Bien sûr. On fait tout ça. Un autre axe stratégique différenciant qu'il est important d'avoir en tête quand on travaille maintenant sur ces projets-là, c'est l'ambition de créer une expérience, on appelle ça workplace différenciante, c'est-à-dire voilà, on arrive dans un endroit et on y trouve quelque chose, on vit quelque chose qui nous donne envie d'y venir, d'y revenir. Il passe notamment par l'utilisation des codes de l'hospitality. Voilà, j'arrive, je suis attendu, je suis reconnu, je trouve ce dont j'ai besoin. L'idée, c'est d'avoir une grande variété d'espaces qui va répondre à tous les besoins, que les espaces soient modulables pour répondre aux différents besoins et s'adapter aux différentes tâches. Et pour ceci, nous, ce qu'on aime bien faire, c'est de la co-construction des espaces, parce que notre conviction, c'est de se dire qui mieux que les collaborateurs de l'entreprise pour définir quels sont leurs besoins d'aujourd'hui et surtout de demain, et pour définir ce dont ils vont avoir besoin et ce qu'ils vont attendre du bureau, on va pouvoir concevoir ensemble. Oui, on nous demande souvent, OK, alors c'est quoi l'aménagement type pour des bureaux? En fait, il n'y a pas d'aménagement type, il n'y a pas de projet type. En fait, chaque projet est unique et va être spécifique en fait à l'entreprise, à sa culture d'entreprise, à ses besoins, aux collaborateurs qui la composent. Et la clé de réussite chez Ardesk CDB, c'est vraiment de co-construire ces aménagements-là avec les équipes et différentes méthodes, les managers, les collaborateurs, c'est d'embarquer tout le monde. Mais il y a toute une organisation qui est derrière ça. On en parlait, Anna. Vous avez des gens qui cherchent les beaux objets, ceux qui vont être... voilà. Ce n'est pas quelque chose qui se fait, entre guillemets, juste sur catalogue. C'est vraiment une démarche de fond et de travail de co-construction, en fait. Ouais, on a effectivement des chineurs en interne, le plus beau métier du monde. Leur job, c'est d'aller chercher, d'aller fouiller, d'aller trouver le bon objet, le bon élément qui va correspondre à l'entreprise et le mettre en valeur. Donc, et on les retravaille nous-mêmes. Donc, et parfois, ce sont des objets uniques. Donc, c'est quelque chose très intégré chez nous. Donc, la question, c'est comment on fédère et comment on fait adhérer ces équipes à ces espaces qui sont travaillés. Je pense que c'est un petit peu l'objet de cette slide-là, d'en parler. Tout à fait. Un troisième marque fort ou axe différenciant, c'est de dire l'objectif du bureau, c'est d'y aller pour se trouver, pour se retrouver. Anna le disait aussi en préambule, on a vécu énormément de choses complètement inédites dans notre manière de travailler et on s'est rendu compte que finalement, être en télétravail à 100%, ça avait du bon, mais ça touche ses limites. Le sentiment d'isolement qu'on a tous vécu, le détachement de son entreprise. Et finalement, le rôle du bureau, ça va être de créer du lien, de pouvoir se retrouver. Et donc, les attentes du bureau, c'est aussi d'offrir des espaces qui vont inviter à la rencontre, aux échanges informels, à la convivialité. Ces marqueurs forts-là, qu'on ne peut retrouver nulle part ailleurs,
quand on travaille pas au bureau. Et donc, il passe également par de la communication en interne. Pourquoi? Parce que justement, il y a maintenant cette organisation qui est différente avec des gens qui sont présents, des gens qui sont à distance, etc. Donc, il faut un élément qui lie tout ça. Et la communication permet de fédérer et d'articuler tous les événements qui vont pouvoir se passer au sein de l'entreprise. Et donc, un dernier axe qui est très fort, c'est finalement voilà, avoir des espaces qui soient désirables et confortables et qui soient surtout liés à l'usage. Analyser, en fait, on n'a pas du tout la manière de fonctionner selon les différentes entreprises, mais même au sein d'entreprises qui sont dans le même secteur d'activité, en fonction de l'identité, de l'ambition, en fait, la manière de travailler, les usages sont totalement différents. Donc, l'idée, c'est de pouvoir répondre à ces éléments-là à différents degrés. J'ai envie de dire, le B.A.-BA, ce qu'on appelle le confort physique, évidemment, ça ne sert à rien d'avoir des bureaux jolis s'ils ne sont pas lumineux, s'ils sont bruyants. Avec la biophilie, notamment, on a vu énormément de bienfaits sur tout ce qui est thématique autour du bien-être lié aux espaces verts. Confort dans les usages également, c'est-à-dire qu'il va répondre aux nouvelles modalités de travail, d'organisation. Je ne suis pas toujours au bureau. Quand je suis au bureau, de quoi est-ce que j'ai besoin pour travailler dans de bonnes conditions? Et le fameux confort au quotidien avec les services, les relations aux autres, le collectif, c'est-à-dire je ne me contente plus de venir au bureau pour travailler, je vais chercher autre chose, un service, une expérience pour avoir envie en fait de faire partie de l'entreprise et de m'engager. Parlant confort, je me permets de faire une petite parenthèse, mais on parle de confort physique, lumière, acoustique, etc. Mais tous les DET n'ont malheureusement pas forcément la chance d'avoir un bâtiment qui soit déjà, on va dire, prêt à ça. Donc, il y a un travail, il est possible de faire du travail, même quand il y a des contraintes qui seraient, par exemple, pas tant de lumière que ça dans l'étage. J'ai vu ça notamment ça à la Défense. Ça arrive que certaines tours sont un petit peu sombres. Donc, comment on fait pour créer finalement des choses qui donnent envie aux gens d'y venir et qui s'y sentent bien? Donc, ça, c'est aussi le travail que vous pouvez faire sur le choix des couleurs, de la lumière, etc. Il y a un travail, alors ce n'est pas Arnaud qui le fait, c'est plutôt nous qui le faisons aussi sur le fait de... Il y a des impressions de propreté ou de non-propreté par rapport à la couleur, la lumière, la vétusté ou pas. Ou, voilà. Et des fois, ce n'est pas parce que l'objet n'est pas neuf qu'il ne donne pas un aspect confortable versus un objet qui serait très neuf mais très froid et très impersonnel. Donc c'est vraiment un travail où je dirais que c'est un peu artistique, un peu du feeling, Anna, quand même dans cette chose-là. Et il faut pas, c'est pas parce qu'aujourd'hui vous pourriez vous dire, moi j'ai des contraintes, je ne sais pas comment le faire. Il y a des projets de petite taille, des projets de très grande taille. Bien évidemment, Ardesk accompagne des très grands projets du type, je ne sais pas moi, Danone par exemple, versus, donc on en parle d'ailleurs dans le livre blanc, et versus d'autres projets un petit peu plus modestes, mais sur lesquels finalement ils sont tout autant porteurs de sens. Et là, Anna, dont c'est la partie, quelle que soit la taille du projet, elle est évidemment ravie d'échanger sur quel sens donner aux choses et comment favoriser tout ça. Oui, absolument. Voilà, ça amène un petit peu aussi à un truc qui, moi, me tient à cœur, qui est l'espace responsable. Donc, Anna, peut-être. Anna, ouais. Alors, on parle de, oui, espace responsable. Évidemment, l'éco-responsabilité dans un projet est le fil conducteur, vraiment, tout du long du projet d'aménagement. Ça nécessiterait de faire un second webinaire vraiment focus sur le sujet parce que quand on parle de projet responsable, c'est pas uniquement sur la partie réalisation, c'est-à-dire c'est bien sûr que ça va passer par les matériaux qu'on va choisir, le mobilier qu'on va pouvoir sélectionner avec toute une chaîne de partenaires, avec des certifications. On a tout un engagement RSE chez Ardesk CDB, mais c'est aussi le projet éco-responsable dès le démarrage. Donc sur ces sujets-là, on a une partie des expertises en interne chez nous via nos consultants, mais on s'adjoint également les expertises de partenaires, dont c'est le métier, parce qu'ensemble, on a de plus belles réussites et on travaille régulièrement en partenariat avec des entités comme Green Office. Donc, je vais passer la main à Arnaud, dont c'est l'expertise. Et c'est un travail, en fait, qui est fait en binôme et qui est initié dès le départ du projet. Et ça, je le précise, c'est vraiment très important. Ça a souvent été un peu le parent du pauvre, ce sujet d'éco-responsabilité. Depuis 3 ans, on voit
enfin, j'ai envie de dire que le sujet est pris vraiment au sérieux et à cœur. Et donc aujourd'hui, dès le démarrage d'un projet, dès ce cadrage que l'on fait en amont, on va intégrer ces éléments. C'est essentiel et ça fait partie des clés de réussite des projets. Merci beaucoup. Donc ça, on arrive un petit peu on parle de stratégie numéro 2, hein, mais l'idée, elle est de savoir comment on peut favoriser ce bien-être. Donc on parlait tout à l'heure finalement de l'espace sur lequel on donne du sens, de l'air, de la respiration, de la portée, l'envie de venir s'y retrouver. Le deuxième élément, c'est bien évidemment l'impression de propreté, d'hygiène. Donc c'était un peu pour moi un choix un petit peu opportuniste parce que ce n'est pas toujours des sujets dont on parle au quotidien, n'est-ce pas Arnaud? Oui, je confirme. Voilà. Mais il y a une petite actu qui, moi, me semble importante, qui arrive fin d'année et dont Arnaud va nous parler et qui amène justement des gros questionnements sur le tri sélectif. Il y a eu également des événements sociaux qui sont produits aujourd'hui dans le monde, avec un championnat du monde dont je vais vous parler un petit peu tout à l'heure. Et puis, finalement, ce sont des choses qui participent du quotidien. C'est la petite attention. Alors, certains qui aiment bien un petit peu les théories se rappelleront sans doute d'un ouvrage qui a été écrit, je crois, par un Indien, qui parlait de la symétrie des attentions. Alors, la symétrie des attentions, c'est peut-être moderne, mais c'est l'idée de dire, si je m'occupe bien de mes collaborateurs, ils vont bien s'occuper de mes clients. Et donc, finalement, ça, ce n'est pas juste un aménagement qui se fait, c'est vraiment dans le quotidien et sur l'accompagnement de tous les jours. Il faut savoir qu'il y a beaucoup de choses, on considère que c'est normal et naturel, mais de mon expérience, c'est toujours mieux de travailler, de communiquer, de partager et de faire fédérer plutôt que d'imaginer que les gens vont de facto comprendre et adhérer. Ce qu'il faut bien comprendre aujourd'hui, et là pour le coup c'est une étude qui a été pareil publiée il y a peu de temps, 98% des salariés considèrent que la propreté c'est un fondamental. Ça paraît être une porte ouverte, mais le simple fait d'arriver dans des locaux, de regarder un couloir, et de voir que toutes les lumières que vous voyez dans toute la longueur du couloir ne sont pas de la même couleur, bah, ça ne donne pas une sensation de choses équilibrées, de choses propres. Donc des fois, c'est pas factuel, c'est juste un ressenti. Et donc ce ressenti-là, bien souvent, il est source de stress. Et s'il est source de stress, bah, c'est bien dommage de se dire on a des super locaux, mais finalement, il y a eu des lampes qui ont grillé, on les a remplacées un peu n'importe comment, et ça génère une atmosphère qui n'est plus l'atmosphère avec laquelle les personnes de Hardesk ont travaillé à vraiment trouver la bonne couleur, la bonne lumière, etc., etc. Et on casse un petit peu la dynamique de ça. Il faut savoir qu'un collaborateur veut que ça sente bon, que ça soit aéré, que le travail soit rangé, même s'il a son bureau en bordel, c'est le sien. Alors nous, on dit collectivement, il ne faut pas que ça soit lumineux. Donc ça, tous les cas, ce n'est pas toujours possible. Il faut qu'il y ait d'une manière ou d'une autre, qu'il y ait la lumière appropriée pour pouvoir travailler et surtout qu'il y ait une absence de déchets et de tâches. Donc les déchets et les tâches, moi, quand je me balade, c'est un peu mon défaut professionnel. Hein. Je regarde à droite, je regarde à gauche, je fais là, là, là. Et ça, ce n'est pas terrible. Concrètement, Arnaud est un des œuvrants parmi tous ces éléments-là et ça, pour moi, ça participe clairement de la notion et de l'impression de durabilité que peut avoir l'entreprise vis-à-vis de ses collaborateurs et de son environnement. Donc Arnaud, ce que je t'invite à nous parler, c'est un peu plus de pourquoi il fallait qu'on se parle aujourd'hui. Qu'est-ce qui se passe en janvier ? Oui, merci Olivier pour ton introduction. Effectivement, en janvier 2024, le tri des déchets organiques ou des biodéchets va passer de manière réglementaire, c'est-à-dire qu'aujourd'hui, depuis 2016, il y a une réglementation pour le tri des déchets en entreprise qui s'appelle la LTE, la loi de transition énergétique, qui est aussi appelée loi 5 flux, et donc qui impose aux structures de plus de 20 personnes de séparer 5 flux de déchets. Donc le flux papier, le flux plastique, métal, verre et bois. Donc ça, c'est une obligation pour toutes les structures de plus de 20 personnes. Et à partir du 1er janvier, s'ajoute à cette législation le tri des déchets organiques et des biodéchets, pour lequel il n'y a pas de critères de dimension d'entreprise. Donc toutes les structures aujourd'hui, qu'elles soient publiques, privées, et même nous en tant que, je dirais, en tant qu'habitants du territoire français, on va devoir séparer nos biodéchets pour avec l'objectif de toujours diminuer le flux de ce qu'on appelle en interne les TIB, les déchets non recyclables, ce qui finalement sera incinéré dans le meilleur des cas ou enfoui dans le pire des cas.
Et donc cette législation, pardon, vas-y Olivier, excuse-moi. Fini le sandwich dans ma petite poubelle à côté de moi, etc. Exactement, voilà. Donc l'idée, et c'est là aussi où Green Office intervient, c'est-à-dire que nous, on est fabricant de mobilier de tri et on met en avant l'apport volontaire. Je reviendrai un petit peu là-dessus, mais c'est vrai que pour reprendre un petit peu le fil du PowerPoint, pour mettre en avant l'image de l'entreprise, la marque employeur, de développer et de mettre en place des îlots de tri qui soient correctement opérés, adaptés, c'est vraiment une stratégie ou en tout cas un point très important dans le sens où si on ne met pas à disposition le volume nécessaire ou le type de tri nécessaire, le tri ne sera forcément pas bien fait. Aujourd'hui, ça impose aux structures d'avoir quand même 4 ou 5 poubelles qui leur permettront de séparer les différents tris dans l'entreprise et de pouvoir aussi très clairement communiquer auprès de ça. C'est le deuxième point, c'est que en personnalisant le tri, alors si tu peux revenir un petit peu encore Olivier quand même. Merci. Nous, chez Green Office, on pense que la personnalisation est vraiment très importante et que ça permet aussi de mettre en valeur la marque employeur. Moi, c'est ce que je dis souvent dans les entreprises chez lesquelles je me rends. Je propose souvent d'installer un îlot de tri à l'accueil pour pouvoir directement communiquer auprès des collaborateurs, des fournisseurs, des clients. On arrive dans l'entreprise, on voit immédiatement que le tri est mis en place et c'est un sujet qui est traité. En ayant juste en 2 secondes, en visualisant ces îlots de tri, on met en avant la politique de l'entreprise. Et cette politique-là, elle doit être aussi, je dirais, continue, dans le sens où la communication est très importante. Il faut absolument mettre en place des indicateurs dans l'entreprise pour mesurer l'évolution de la production de déchets. L'objectif étant de diminuer les déchets non recyclables. Ça, c'est le gros objectif. Et pour ça, alors si tu peux juste passer le slide suivant, Olivier, s'il te plaît. Il faut essayer de mettre en place un plan d'action qui soit basé sur la réduction des déchets produits d'année en année. On met en place une solution à l'année N. Il faut pouvoir mesurer en N+1, N+2, N+3 les bénéfices qui ont été générés par l'entreprise. Et donc ça, c'est vrai que c'est très important aussi au niveau de la communication. C'est ce que vous disiez tous dans ce webinaire aujourd'hui. Il est important d'impliquer les collaborateurs dans cette démarche-là. Et notamment aussi avec le point, ce que je vous disais tout à l'heure, de l'apport volontaire. Aujourd'hui, il y a une petite majorité des entreprises où les corbeilles individuelles ont disparu. C'est pas forcément le cas encore partout. L'idée, c'est que la stratégie classique, ou en tout cas l'organisation classique, c'est d'avoir au pied de son bureau la petite poubelle pour le papier et la petite poubelle pour les autres déchets. C'est une stratégie aujourd'hui qui est plus tenable pour les entreprises, qui est en termes de communication assez mauvaise, parce que forcément, on propose pas aux collaborateurs les solutions immédiatement pour qu'ils puissent faire le tri comme la législation l'impose. Et donc, c'est vrai que toute notre démarche aujourd'hui chez Green Office, c'est de mettre en place et de proposer l'apport volontaire. Donc, on retire ces corbeilles individuelles, on crée des îlots de tri dans des espaces partagés, communs, qui sont généralement les salles de pause, les espaces restauration, à proximité des copieurs, des cafetières, dans les couloirs. L'idée étant de permettre à chacun, en se déplaçant pour aller récupérer son impression, pour aller voir un collègue pour demander un conseil ou travailler sur un dossier, on va passer devant ces îlots d'apport volontaire et on pourra jeter ces différents déchets et les valoriser en fonction de leur type. Donc ça, c'est vrai que c'est très important. Ça a aussi des bénéfices très concrets pour l'entreprise, économiquement. Vous êtes une entreprise de 200 entreprises, vous avez donc 2 corbeilles par personne, ça vous fait 400 corbeilles à vider quotidiennement. Pour une entreprise de 200 personnes, aujourd'hui, en fonction du bâtiment et de l'espace, on va être sur une quarantaine d'îlots d'apport volontaire. On a une vraie réduction aussi du temps passé par la société de ménage là-dedans et on peut consacrer des heures à des tâches à plus forte valeur ajoutée. Aujourd'hui, de vider une poubelle, ça n'a pas une grosse valeur ajoutée. En revanche, passer du temps sur des prestations un peu plus longues, c'est vraiment quelque chose qui est bien vu et qui est bien perçu par les entreprises. Et je refais juste un petit point là-dessus. La pire chose qui peut arriver dans une entreprise aujourd'hui, c'est que la société de nettoyage mélange les 2 tris qui sont faits. Vous avez votre corbeille individuelle, votre papier, votre déchet non recyclable, et on met tout. Je vois que mes collègues sourient et hochent de la tête. Vous avez tous ça, vous avez tous connu ça. Le problème, et c'est que la communication, là, du coup, est extrêmement compliquée à mettre en place après. Les mauvaises nouvelles, je vous apprends rien, vont plus vite à passer que les bonnes nouvelles. Et quand les salariés constatent ça, leur demander de faire un effort pour mettre en place le tri est très compliqué. Donc, tout mon travail, c'est d'essayer de conseiller, de communiquer, justement, pour éviter ce genre de choses. Et justement, on en vient aux 2 derniers points. L'information, la communication est hyper importante. Alors, c'est vrai qu'on peut toujours envoyer un petit mail en disant
voilà, on a eu aujourd'hui des nouvelles corbeilles, on va séparer les différents déchets, mais j'invite toujours à essayer de faire un petit peu autre chose. Prendre 10 minutes, un quart d'heure le matin, on vient, on installe, on propose les bornes, on leur explique comment ça marche, on discute autour d'un café et la communication est bien meilleure qu'un simple mail. On en reçoit tous 40, 50 tous les jours. On les lit rapidement, on n'est pas très attentif à ces éléments-là. Et donc, la communication, à l'étape d'installation est très importante, mais il faut aussi communiquer d'année en année, de mois en mois, pour montrer que les efforts que chaque collaborateur fait au quotidien ont un vrai impact sur l'entreprise. Nous, chez Green Office, on n'est pas collecteur de déchets, mais on travaille étroitement avec ces entreprises-là. L'idée, c'est quand même de communiquer des suivis tonnage année par année, mois par mois, et aussi des équivalences énergétiques. C'est en disant, voilà, aujourd'hui, l'entreprise Ardes a récupéré 2 tonnes de papier, ça équivaut à autant. 2 tonnes de papier, vous êtes peut-être consommez beaucoup de papier. 102 kilos. C'est de mesurer d'année en année l'évolution et puis de communiquer sur des éléments tangibles qui peuvent être compris par n'importe qui. Voilà, le recyclage du papier permet l'économie d'eau, de CO2 non remis dans l'atmosphère et ça équivaut à X trajets en voiture, X douches de 5 minutes, etc. Il faut donner des éléments concrets pour motiver, impliquer les collaborateurs. C'est nous profondément ce qu'on croit. C'est pour ça qu'on propose un matériel qui est plutôt design, qui est personnalisable, qui va permettre aux équipes de se reconnaître dans ce matériel-là et de mettre en avant aussi l'image de marque de l'entreprise qui est quand même le plus important. Je suis revenu en arrière, Arnaud, parce qu'il y a le petite image en fond d'écran qui est la solution. Oui, merci Olivier. Effectivement, on a développé nous, des logiciels qui permettent de connecter les bornes. L'idée aussi, c'est d'intervenir un petit peu différemment. Au lieu de passer quotidiennement devant les bornes d'apport volontaire, on les a connectés avec un système de balance qui permet d'amener un taux de remplissage. Et ce taux de remplissage permet de piloter différemment la société de nettoyage. On ne vient pas par défaut, on intervient juste quand c'est nécessaire. Et on consacre les heures à des prestations. Simplifier le travail, réduire les coûts et surtout avoir une vision, entre guillemets, en temps réel de ce qui se passe. Exactement, Olivier. Et l'autre point, c'est un élément de communication qui est très fort. Vous avez peut-être tous entendu parler, ou pas, du Spogomi. Alors, Spo, du japonais Spoto, qui doit vouloir dire sport, je pense, et Gomi, qui est les déchets. Il y a eu un championnat du monde il y a 15 jours à Tokyo, où l'idée, c'était d'avoir des petites équipes de 2 là, qui ramassaient des tris et des déchets, mégots, canettes, tout ce qu'on peut voir dans la rue. Alors, je sais que des gens pas très loin d'ici, là, qui ont organisé ça avec une direction qui est descendue dans la rue avec des personnes pour justement réorganiser ça. Ce qu'il faut voir, c'est que même si on se dit encore le tri, le machin, le truc, le bidule, je pense que c'est avant tout un acte social et sociétal. La manière dont on l'aborde, elle est évidemment, elle aura forcément un impact qui sera très différent selon comment on le fait. Si demain j'ai le directeur général de l'entreprise qui vient lors d'une animation sur le tri, comment ça se passe et ainsi de suite, forcément ça aura beaucoup plus d'impact. Et on en reparlera tout à l'heure avec Anna, qui est justement neuroscientifiquement parlant, il y a des choses qui portent plus dans certains cas que dans d'autres. Voilà, quand la personne ou encore un énième mail qui arrive sur ma mailbox, oui, j'ai vu. À l'inverse, si on commence à en parler à la machine à café, et ça c'est très important pour l'aménagement du lieu, c'est un échange, un agora, une espace d'échange qui est très très intéressante. Et puis après, si on réussit à organiser des choses où on va physiquement le vivre, je vais physiquement faire un atelier. Alors on a vu récemment des ateliers, la fresque climat par exemple, où on essayait de voir un petit peu l'impact, tout ça, et ça c'est très intéressant à faire. C'est aussi l'occasion de faire des échanges, des discussions, et il ne faut pas oublier que des fois, en ayant travaillé avec 2-3 utilisateurs clés, donc 2-3 personnes dans l'entreprise qui ont du réseau, ça permet aussi de faire diffuser l'information de manière plus appuyée. Donc moi, le Spogomi, personnellement, je n'ai pas fait. Ma compagne l'a fait. Ça l'a beaucoup amusé et elle m'en a parlé et je m'y suis intéressé et je me dis c'est super en fait comme élément de communication. Finalement, l'actu rejoint des choses avec le réglementaire. Peut-être que c'est l'occasion pour vous de vous dire je vais mettre en place un petit événement là dans un mois et demi pour justement illustrer de manière concrète le tri, son importance et pourquoi l'entreprise s'engage dans cette démarche-là. Parce que c'est des choses qui parlent vraiment aux collaborateurs, l'engagement. Donc, pour communiquer, fédérer, au-delà de dire j'ai envoyé le mail, j'ai prévenu, j'ai fait ci, j'ai fait ça, je pense qu'il faut s'inspirer d'un certain nombre d'initiatives qui existent et que j'ai vues dans des grands groupes.
dont chez Danone, dont chez Crédit Agricole, etc., où il y avait vraiment une démarche participative de la formation et de l'information. On essayait de faire des ateliers, on essayait de faire carrément, on allait à l'entrée du bâtiment un matin pour attraper tout le monde au passage et dire des choses. Et ben, c'est des choses qui finalement permettent de fédérer autour de ces projets. Anna me confirmera sur la partie anticiper le changement, finalement, c'est faciliter l'acceptation et voir l'engouement pour le projet. Je pense qu'Anna, tu as une expérience concrète là-dessus. Oui, tout à fait. C'est vrai que quand on démarre des projets immobiliers, il y a souvent beaucoup de questionnements. La particularité du projet IMO, c'est qu'il va concerner tous les collaborateurs d'une même entreprise. Donc finalement, commencer dès le début du projet, même en amont du projet, à communiquer pour rassurer, désamorcer les bruits de couloir, mais aussi finalement qu'ils puissent être portés par les gens et que les gens le comprennent, c'est-à-dire, comme je le disais un petit peu tout à l'heure, expliquer quel sens il va avoir ce projet-là vis-à-vis de l'ambition de l'entreprise, des envies, de la cohérence entre la stratégie et comment ça va se retranscrire dans les lieux. C'est quelque chose qui donne davantage envie que simplement se dire, bon ben voilà, aujourd'hui je vais travailler à telle adresse, demain je vais changer. Donc ça permet vraiment de fédérer et de mobiliser autour d'un sujet qui est hyper important. C'est un renforcement pour moi, donc le bien-être global. Je me sens mieux parce que je me sens mieux avec mes collègues, mes équipes. Et là, on est clairement dans les apports des neurosciences et de la manière dont j'aborde le changement, la nouveauté, l'information, l'apprentissage. Alors, je connais personnellement Charles Jennings, qui est un expert renommé justement sur la partie apprentissage et qui a notamment collaboré à des très très gros projets type One Learning a Day chez Danone et ainsi de suite, qui a écrit des ouvrages et notamment qui parlait de quelque chose dans le learning qui s'appelle le 70-20-10. 70-20-10, c'est quoi? Alors, beaucoup de gens comprennent ça en disant on retient 10% de ce qu'on nous explique dans un cours formel, etc. On retient 20% de ce qu'on nous explique à la machine à café. Par contre, on retient 70% de ce que l'on expérimente. C'est vrai et c'est faux en même temps. Pour ma part, par exemple, j'ai participé plusieurs fois à des stages de secourisme, CMIE, pompiers, etc. Très sincèrement, au bout de 2, 3, 4 mois, je me souviens encore du mot PLS et j'ai une vague idée de comment on fait pour bouger la personne et la mettre dans cette position-là, mais je serais incapable de redonner en fait l'ensemble de ce savoir. Ce qui m'amène à vous dire que finalement, quand vous voulez faire adopter une nouveauté, expliquez-la. Donc d'une première manière, bien évidemment, en informant le nouveau projet, la nouvelle réglementation, le nouveau ci, le nouveau ça arrive. Bientôt, voilà un premier mail, deuxième mail, troisième mail, parce que c'est un peu comme dans le comique, quand on répète, ça finit par être plus percutant. Mais ça ne vaudra que 10% finalement de votre capacité d'impact au niveau de faire changer les choses. Le deuxième point, c'est en travaillant avec les fameux key users. Vous allez avoir un impact qui va monter à 30, à peu près, on dirait en degrés. Je préfère éviter le mot de pourcent. Parce que finalement, ils vont pouvoir parler entre eux, mais certains sont plus communicants, d'autres moins communicants, c'est fait à la machine à café, et ainsi de suite. Par contre, quand on commence à faire des expérimentations, des types ateliers, imaginons que j'organise un spogomi pour illustrer le fait que le tri, c'est important et qu'à partir du 1er janvier, mais tout ce qui est alimentaire je dois contribuer à ça. Donc, c'est-à-dire, je vais vider mon petit papier carton pour ce que je n'ai pas consommé ou dégusté, et puis je vais mettre mon emballage papier dans la bonne poubelle et donc le compostable dans la bonne. En faisant des ateliers, ça va mieux nous faire comprendre et surtout ça va créer un esprit d'équipe, un esprit de cohérence, un esprit de corps. Oui. Pardon, excuse-moi Olivier, non, je voulais juste compléter ce que tu as dit précédemment et très juste ton exemple d'exercice de secourisme. Effectivement, tu vas le faire sur un espace-temps très restreint et finalement, tu ne vas pas pratiquer. Et heureusement d'ailleurs que tu ne vas pas pratiquer régulièrement derrière. Le secret, un petit peu le secret, ce qui fonctionne dans cette clé de réussite que l'on porte, que ce soit pour les sujets de tri ou d'aménagement, c'est de ponctuer régulièrement tout du long du projet, en fait, cet embarquement du collaborateur où il va pouvoir s'exprimer. C'est de le faire tout du long, très en amont, pendant et même après. Une fois qu'on a terminé le projet, qu'on l'a réalisé, on revient faire ce qu'on appelle les REX quelques temps après. Et il y a un vrai suivi qui est fait. Et pourquoi c'est des piqûres de rappel aux collaborateurs? On l'embarque sur une longue durée.
pour que cette répétition fixe un peu les notions, comme on dit. Je pense qu'il y a des éléments importants, hein. Imaginons qu'on fasse un superbe espace de 1000 mètres carrés et on se rend compte que finalement, les collaborateurs se concentrent sur 330 mètres carrés. On a deux choix. Soit on appelle le chaman, soit on appelle le sociologue, soit on se dit finalement peut-être que l'usage qu'on avait imaginé n'est pas le bon et qu'il faut qu'on fasse changer, évoluer cet aménagement. Et des fois, ça peut être vraiment quelques petites touches très légères qui peuvent amener un changement significatif. Et c'est là que la collaboration avec les équipes de Hardesk est très importante. Des experts techniques comme Arnaud ou nous, bien évidemment, sur des sujets plus fondamentaux, il faut un peu nous pousser des fois pour sortir de nos retranchements et puis proposer des solutions de communication et de fédération. Mais l'idée, c'est toujours de se dire, on est au service finalement de nos occupants, parce qu'on essaie de mettre toujours le plus haut niveau de ce qu'on appelle d'hospitalité dans ce que l'on fait, mais il faut être clairement dans la co-construction toujours, c'est-à-dire qu'on va les rendre participatifs. Je vous donne 3 exemples qui arrivent très prochainement. Donc, 1er janvier 2024, le tri des biodéchets. Vous avez tous entendu parler en fait des décrets BACS notamment et du fait qu'il faut rendre nos immeubles smart. Je dirais que le smart, c'est pas juste un ordinateur dans une baie, quelque part, perdu, qui récupère des infos et qui change la température du chauffage selon les consignes d'un technicien. C'est aussi de se poser la question de l'intelligence, de croiser ça avec des données d'occupants ou non, de personnes qui se plaignent du froid ou qui se plaignent du chaud, et d'essayer de travailler dans quelque chose de dynamique et de vivant, donc dans de l'organique. Et ne pas imaginer que parce qu'on a mis 4 couleurs devant les yeux, on va tout de suite identifier à quoi ça correspond. Donc là, OK, le rouge, moi perso, je ne sais pas ce que c'est que cette poubelle rouge. Alors c'est très précis en Russie, mais pour moi en France, je ne sais pas. Et je dirais qu'a priori, je n'ai pas à savoir. Il faut qu'on me l'explique, il faut qu'on me le montre. Et je dirais que ça, c'est pour tout pareil, et qu'il y a des fois des sujets techniques que prennent en charge les services généraux, et ils le traitent vraiment sous l'aspect technico-technique, alors que finalement, ça peut très bien devenir très rapidement un projet d'entreprise. Une fresque climat associée à ces changements et à ces obligations de mettre des smart buildings, c'est quelque chose de très pertinent et ça permet d'impliquer les collaborateurs et de ne pas se retrouver finalement isolé en tant que fournisseur d'aide technique à l'entreprise, mais on devient un acteur de l'entreprise et de l'esprit d'équipe. Donc, changez de paradigme, s'il vous plaît. Pensez tout de suite qu'une contrainte, ça peut devenir une opportunité. La communication, on en a assez parlé, finalement, c'est déjà le premier élément pour engager. Et je pense qu'aujourd'hui, nos jeunes, alors je parle de nos jeunes, les fameuses générations, je ne sais pas quoi, la Y et pas que, ils sont hypersensibles. Alors des fois, on peut leur reprocher que ça soit un peu cynique, qu'ils aient envie comme ça du lundi au mardi, mais le mercredi, jeudi, vendredi, ils ont oublié. Mais non, en fait, ils ont aussi besoin que collectivement, il y ait des relais qui soient pris. On ne peut pas tous être au quotidien les seuls à porter les choses. Il faut qu'on réussisse à se faire aider et à se faire accompagner aussi dans ces changements et que finalement, il y a un retour qui se fasse avec des suggestions, de l'aide et des projets d'entreprise. Ce sont des vrais leviers d'action, pour créer des actions participatives et qui vont finalement devenir fédératrices. C'est que le bien-être, ce n'est pas quelque chose comme une appli mobile, ex nihilo, là on sort du mobile, on l'allume et je me sens mieux parce que j'ai vu l'appli. Non, ça s'appelle, c'est pas du bien-être. Le bien-être, c'est aussi, en tant qu'animal social, d'être dans un environnement avec des gens qu'on arrive à apprécier ou qu'on apprécie au quotidien, tout simplement, dans un lieu où on arrive à communiquer, échanger et à travailler sur des objectifs qui sont communs. Le dernier point, donc c'est pour vous, là, les environnements, les RH, les DET, les SG, il est évident que vous voyez plein de fournisseurs qui vous proposent plein de trucs qui sont merveilleux. Moi, je vais revenir sur un truc que j'adore, qui sont les plateformes digitales. L'idée, c'est de vous décharger du travail, ce n'est pas de vous en donner du travail en plus. Donc, la grande question souvent qui m'est posée, c'est que par rapport à des outils de ticketing, de GED, de BIM, de ceci, de cela, en fait, c'est bien le projet, mais il faut le faire vivre après dans le quotidien. Si ça doit commencer à vous faire perdre votre sérénité parce que finalement, vous devenez de plus en plus débordé, ce n'est pas forcément la bonne chose. Il faut concrètement travailler sur des projets qui vont permettre de vous libérer du temps, de vous libérer et en même temps en apportant une réponse plus rapide et plus immédiate à vos collaborateurs. Donc, on est arrivé un petit peu au bout de ce webinaire. Donc, moi, ce que je vous invite, c'est un petit peu à vous lancer dans ces démarches-là.
Il faut savoir que les intervenants d'aujourd'hui, donc je remercie encore Artdesk pour sa participation, merci beaucoup, et pour tout ce qu'ils nous ont donné en termes d'infos et que vous pourrez récupérer dans le livre blanc notamment, en plus détaillé. Arnaud, bien évidemment, de chez Green Office. Donc, il y a les coordonnées ici dans le slide, vous pouvez les noter si vous voulez le contacter. Mais sinon, vous téléchargez le livre blanc et vous le récupérerez également. Et puis nous, mainteneurs, qui travaillons bien évidemment, et un certain nombre d'entre vous nous connaissent, sur l'accompagnement, l'expertise et la digitalisation auprès de nos équipes environnement de travail et services généraux. Je me permets juste, Olivier, un petit point dans le chat de Anne F. Le digital devenait de la valeur, pas en prendre. Complètement. Ah oui, je suis entièrement d'accord. Le digital n'est pas une excuse en fait pour ne pas s'en occuper. Mais je dirais qu'on a exactement le même problème avec les sociétés de nettoyage. Quand vous déléguez le nettoyage à une société tierce, ce n'est pas pour fermer les yeux. C'est pour que quelqu'un dont c'est le métier, l'expertise, vous apporte un support et fasse finalement opère mieux que vous ne pourriez le faire vous-même. Le digital, c'est pareil. Si ce n'est pas ça, ça ne peut pas fonctionner et ça ne fonctionnera pas. Et c'est pour ça qu'aujourd'hui, il ne faut pas se tromper de quel digital on va mettre en place et pourquoi on le met en place. Merci beaucoup, Astrid. C'est très gentil de ta part. Je pense qu'on est arrivé au bout. Donc moi, on peut tous dire merci et au revoir. Merci à tous. Merci à tous, à très bientôt. Merci. Et donc, je vous invite, si vous le voulez, scanner le petit QR code avec votre mobile et puis télécharger le livre blanc et je serai ravi qu'on puisse échanger par mail, via LinkedIn et ainsi de suite, comme Arnaud et les deux Anna qui sont bien évidemment entièrement à votre disposition pour continuer la conversation. Je vous souhaite à tous une très, très belle journée, une très bonne fin de mois de septembre avec un week-end qui se profile bientôt avec beaucoup de soleil. Donc, je vous dis à tous à très bientôt. À bientôt. Merci. Au revoir. Au revoir.